Петрова. Он расскажет нам о удивительном сюжете, а именно персонализированная точная медицина онкологии, успехи и трудности и так далее. Merci beaucoup de cette invitation tout d'abord. Merci au chairman de cette introduction. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance aux organisateurs pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici en Russie et c'est un plaisir d'envisager, de partager avec vous un certain nombre de questions sur le développement des thérapeutiques ciblées et vers quelle direction ces thérapeutiques ciblées nous emmènent. Alors dans le quart d'heure qui va être devant nous, je vais finalement peut-être résumer les choses de manière un peu laconique comme le faisait un auteur français au début du XXe siècle et qui s'applique particulièrement bien, je crois, à l'oncologie. Ce qui est simple est toujours faux et ce qui ne l'est pas est inutilisable. C'est une citation qui est assez applicable à la cancérologie aujourd'hui. Et ce qu'on va essayer de voir dans le quart d'heure qui est devant nous, c'est dans quelle mesure la deuxième partie de la citation est en réalité erronée et qu'on peut se servir de la complexité pour mieux traiter nos patients. En effet, nous avons une vision de la maladie, nous le savons tous, pour la prise en charge des cancers qui est basée essentiellement sur l'examen microscopique. L'anatomopathologiste est la personne qui va classer la maladie. C'est historique, c'est quelque chose qui ne sera pas débattu, en tout cas pour de nombreuses années ou décades. Ce qui est indiscutable simultanément, c'est que l'arsenal de l'anatomopathologiste s'est vu complété ces dernières années par un arsenal de biologie moléculaire, un arsenal d'immunologie qui nous permet de mieux classifier les maladies. Et tout particulièrement ces 3 à 5 dernières années, cet arsenal est venu être encore davantage complexifié par l'émergence, j'aimerais dire presque l'irruption d'un nombre incroyablement élevé de publications qui décrivent cette fois-ci dans un très grand détail les altérations moléculaires des cancers, qu'ils soient fréquents ou qu'ils soient rares. Il s'agit maintenant de publications qui décrivent les mutations génétiques dans leur intégralité sur les 3 milliards de paires de bases qui constituent l'ADN de la cellule tumorale. Et sur cette base-là, et alors qu'on est en train d'acquérir cette complexité, on est en train de transformer les programmes de recherche clinique en des programmes de recherche clinique qui au départ touchaient, comme vient de le dire Jacques Frouessé, les cancers du sang, en des programmes qui touchent le cancer du sein de tel sous-type, affecté par tel ou tel sous-type de mutation rare. C'est une transformation donc radicale, une cancérologie très globale par organe, et une cancérologie par altération moléculaire qui viennent compléter les informations qui sont procurées par les anatomopathologistes. Alors dans ce contexte-là, le monde change en termes de décisions thérapeutiques et de décisions thérapeutiques de paramètres qui vont modifier notre traitement. Et j'aimerais évoquer avec vous 5 paramètres, en insistant plus particulièrement sur le premier, qui reste celui de la cellule tumorale, qui est un paramètre bien entendu important. Paramètre important et on va dire que le paradigme de la thérapeutique ciblée ces dernières années, ces 15 dernières années, a été de dire on peut identifier dans un cancer, dans la plupart des cancers, une mutation pilote forte qui, si on arrive à la bloquer, aura un impact majeur sur le cancer. C'est le concept de mutation driver, pilote, forte. C'est un concept qui est vrai, qui était très puissant, on va le voir, mais c'est un concept qui est probablement limité à 15-20% des cancers. Il est probable, certains chercheurs le disent, par exemple Bert Vogelstein, qu'on a déjà trouvé la majorité des mutations driver dans les cancers de l'espèce humaine. Et donc tout le travail qui nous incombe à partir de maintenant est un travail qui va être plus complexe. Mais regardons déjà les résultats sur les mutations driver fortes. Mais voilà le type de courbe que l'on a. Dans cette maladie qui a été évoquée également par Axel Le Sen il y a quelques instants, chimiothérapie courbe verte, thérapeutique ciblée courbe rouge et bleue, de doses différentes. On voit qu'en termes de survie sans progression, il n'y a pas besoin d'une étude randomisée pour mettre en évidence une différence qui est assez évidente. Cependant, la complexité, également dans ces pathologies rares, ne cesse de surgir. On s'est rendu compte que les GIST, qui au départ étaient classifiés en une seule maladie, et Axel a montré il y a quelques instants que c'était à peu près en Russie, probablement 3500 nouveaux cas par an. En France, c'est à peu près 800 à 900 nouveaux cas par an. Eh bien, ces maladies, c'est en fait une dizaine de maladies différentes, équipées de mutations différentes, avec des sensibilités différentes aux différents traitements qui sont actuellement à notre disposition. Toute une dimension nouvelle de la cancérologie qui est ainsi en train de s'ouvrir avec cette complexité qui permet de proposer pour tel sous-type moléculaire de GIST qui va correspondre à, dans un pays comme la France, une trentaine de patients, dans un pays comme la Russie, une centaine de patients par an,
proposer des thérapeutiques adaptées. Ça n'est pas le futur, c'est ici et maintenant, c'est quelque chose qu'on est en train de développer en recherche. Alors, on va dire, ok, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est en train de se multiplier. Et pour citer une autre maladie qui n'a pas été évoquée ce matin, mais qui est également une maladie rare, c'est un exemple qui a été profitable pour d'autres modèles. On a évoqué rapidement la maladie rare qui s'appelle la PVNS. C'est un acronyme PVNS. La terminologie exacte est tumeur à cellules géantes des parties molles. C'est une pathologie rare qui touche les adultes jeunes, on va dire de 15 à 40 ans, avec des tumeurs destructrices au niveau des articulations, au niveau des os, qui peuvent se solder par des amputations également, et pour lesquelles les chirurgiens orthopédistes sont en première ligne. Mais lorsque les chirurgiens orthopédistes ont échoué, lorsque la maladie a rechuté, les solutions thérapeutiques étaient inexistantes. Heureusement, en 2005, une publication décrivant l'altération pilote de cette pathologie a été identifiée. C'est une mutation, une translocation, en fait, translocation 1-2, qui entraîne la surproduction d'un facteur de croissance. Avec les inhibiteurs de ces facteurs de croissance, on a pu obtenir un cas clinique avec une réponse majeure, une série rétrospective mondiale avec des taux de réponse que vous voyez ici sur la courbe Waterfall, et un essai clinique prospectif. Et en 7 ans, 2 essais cliniques prospectifs en phase 1 démontrant une activité majeure. Donc on voit le raccourci saisissant. On ne connaissait pas cette maladie en 2005, on l'a caractérisée sur le plan moléculaire, et finalement en 7 ans, on aboutit à une pathologie qui était sans essai clinique, à une pathologie sur laquelle on a 2 traitements remarquablement actifs. Et ici, vous le voyez avec cet anticorps, nous avons publié ça avec des collègues de Roche pour le développement de cet anticorps, un taux de réponse qui est tout simplement de 100%. 100%. Ça n'est pas les seuls exemples, et ça touche parfois des pathologies fréquentes, mais avec une petite fraction des pathologies fréquentes. Et je voulais parler ici des mutations du gène BRAF. Ce papier de Nature en 2004, dans la revue Nature, paraît presque ancien maintenant. Il montre que les mélanomes sont affectés dans 60% des cas par des mutations de BRAF. Il montre également que beaucoup de cancers, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre, certaines pathologies hématologiques sont affectés par ce type de mutation, mais on parle ici de 1, 2, 5, 10% des cancers. Alors ça marche très bien dans le mélanome. Les inhibiteurs de BRAF marchent très bien dans le mélanome. J'ai cité ici une des multiples publications dans les revues majeures de cancérologie ou de médecine générale que vous connaissez. Ici, c'est le Vemurafenib par rapport au Déticène. Il n'y a pas de discussion, c'est un traitement remarquablement actif. Mais ce même traitement est-il actif dans les pathologies où il y a des mutations de BRAF, mais qui ne sont pas le mélanome? Eh bien, on commence à voir surgir ce type d'études. Rapportée l'année dernière, une étude qu'on appelle Basket, panier, qui a pour objectif de traiter tous les patients, non pas sur la base de l'histologie, mais sur la base de l'altération moléculaire. Alors, ce que l'on peut en dire de ce type d'études, c'est qu'elles représentent une nouvelle catégorie d'études cliniques et qu'elles sont parfois couronnées de succès, mais pas toujours. On l'a dit, ça ne marche pas très bien dans les cancers du côlon. On l'a dit aussi, ça marche de manière absolument extraordinaire dans une pathologie rare qui sont les sarcomystiocytaires ou les histiocytoses affectées de mutations de BRAF, puisque le taux de réponse est de 100%. On voit donc que le concept d'altération moléculaire pilote est remarquablement fructueux et nous a conduit à développer des progrès remarquables. Malheureusement, ça n'est pas toujours ça, et la majorité des cancers, je le redis, n'ont pas ce type de mutation pilote, et ont des mutations qui sont uniquement des mutations, on va dire, faibles, sans qu'on comprenne d'ailleurs très bien biologiquement ce que ça signifie. Et ça, c'est un travail qui nous incombe sur les années à venir, je crois, et c'est un travail qui est préclinique, mais également aussi clinique. Un exemple, les translocations, les amplifications du chromosome 12 sur le bras long du chromosome 12 sur cet amplicon entraînent la surproduction de 2 oncogènes classiques, MDM2 et CDK4, dans un certain nombre de maladies, dont le liposarcome. Dans ces tumeurs, dans les cellules tumorales cultivées in vitro, le blocage de ces 2 oncogènes est très actif sur les cellules tumorales. Malheureusement, en clinique, c'est biologiquement actif, mais cliniquement peu actif. La tumeur s'arrête de progresser, mais reprogresse assez rapidement au bout de quelques mois, et puis il y a très peu de régression tumorale. Pourquoi ça? On ne sait pas. On ne sait pas distinguer des oncogènes forts, des oncogènes faibles. C'est vraiment une question qui nous appartient de travailler sur les années à venir. D'autant que, on le sait bien, les cellules cancéreuses contiennent de multiples mutations, des centaines de mutations, et ça va être plutôt la somme des altérations moléculaires qui va être le point clé. Et on voit surgir ce type d'articles
dans lequel les auteurs, sur 8000 cancers avec l'ensemble de la description du génome, nous proposent une analyse permettant de distinguer des cancers avec des altérations génétiques que l'on peut combiner. Au fond, un cancer, une cellule se transforme en une cellule cancéreuse pour beaucoup de cancers parce qu'elle a accumulé des événements génétiques faibles qui contribuent à la progression tumorale. Comment traiter ça alors que nous autres, médecins, chercheurs, avons l'habitude de dire altération moléculaire, pouf, un traitement? On ne sait pas comment aborder cette question, et c'est le futur. Alors, le futur, c'est peut-être, et je serai beaucoup plus bref sur les autres chapitres, car nous sommes actuellement complètement en train de découvrir ça. Le futur, c'est sans doute le stroma de la cellule tumorale. Ça a été évoqué, l'immunothérapie est passée de l'âge préhistorique, pendant plus d'une centaine d'années, à l'âge de l'activité, depuis 3 ou 4 ans, grâce à des inhibiteurs des points de contrôle immunologique, des checkpoints immunologiques. Vous avez tous vu ces articles, j'en ai cité qu'un seul ici, la combinaison nivolumab, ipilimumab dans le mélanome. L'activité est incroyable, l'activité est remarquable, l'activité est durable. Mais l'activité est remarquable chez 25% des patients, ne jamais l'oublier. 50% des patients sont résistants d'emblée. Pourquoi? Pas clair. 25% des patients vont répondre puis reprogresser rapidement. Pourquoi? Ça n'est pas clair. 25% des patients vont bénéficier de survie très prolongée avec ces traitements. Pourquoi cela? Ça n'est pas complètement clair, même si l'infiltration immunologique dans ces cancers est une des explications, même si la charge en néo-antigènes dans ces cancers, le nombre de néo-antigènes qui sont créés par les mutations génétiques de l'ADN sont une des explications. Beaucoup de travail nous attend sur cette stratégie thérapeutique. Troisième chapitre, l'hétérogénéité. Ça aurait été simple que toutes les cellules tumorales d'une même tumeur soient identiques. Nos collègues du Royaume-Uni et puis désormais un grand nombre d'études ont montré qu'il n'en était malheureusement pas de même. Chaque cellule tumorale est équipée d'un tronc commun d'altération, une large variété de divergences et de sous-clones. Comment va-t-on traiter ces sous-clones? Comment traiter le tronc commun? Ça nous appartient dans les années à venir, mais nous n'avons pas résolu actuellement la question. Il ne faudrait pas non plus oublier l'autre, le patient. Bien sûr, nous traitons le patient en fonction de son âge, de son PS, de ses comorbidités, des traitements associés. On a parlé de l'observance il y a quelques instants avec Jacques Poissé. Il faut éduquer le patient sans problème. Mais le génome du patient, notre génome à nous-mêmes, dans quelle mesure est-il important? Eh bien, ça semble vraiment très important quand même. Et on l'a complètement négligé ici, une publication d'un jeune médecin montrant que le génome d'un patient atteint d'un gyste est un point clé. Une caractéristique génomique, on est dans cette salle à peu près 150, je pense. Une caractéristique génomique qui touche à peu près une trentaine d'entre nous, qui est une variation du gène KIT, un impact majeur si nous avons la malchance de faire un gyste dans cette pathologie avec cette caractéristique génomique, notre risque de rechuter va être un peu plus important. C'est important à savoir, ça n'est absolument pas pris en considération à ce stade. Et puis pour finir, il ne faudrait pas croire que ce qui est une réalité à un temps T va être une réalité à un temps T plus une année. Le temps, le traitement affecte de manière très considérable la diversité des mutations dans le génome de la cellule tumorale, et aboutit à l'émergence de sous-clones induits par une pression de sélection, on va dire darwinienne pour faire simple, en tout cas une pression de sélection procurée par les traitements eux-mêmes, que ce soit chimiothérapique d'ailleurs ou thérapeutique ciblée. On commence à s'en rendre compte. Il va donc falloir mesurer ça, peut-être le mesurer à travers des mesures des mutations dans l'ADN circulant. Ce sont les fameuses biopsies liquides. Il faut voir si celles-ci vont s'imposer, mais on peut faire le pari qu'elles vont s'imposer dans les années à venir. Car comment veut-on essayer d'avoir une analyse de toutes les mutations dans cette gigantesque masse tumorale qui résiste, qui est en l'occurrence un patient atteint d'un gyste et pour lequel on sait bien que les mutations secondaires sont multiples? Impossible. On a besoin d'une approche globale et on est en train de chercher cette approche globale. Alors, cette approche globale, elle bénéficiera indiscutablement des outils de caractérisation moléculaire dont on a dit qu'ils devenaient plus efficaces et beaucoup moins chers très rapidement. Demain, notre génome constitutionnel pour un millier d'euros à peu près, probablement dans la même date le génome de la cellule tumorale. On a commencé à essayer de faire ça dans l'établissement où je travaille, qui est un protocole où on a proposé à tous les patients une caractérisation du génome de leur cellule tumorale en routine lorsqu'ils échappaient au traitement. Bon, d'abord, ça marche, on est capable de le faire. D'autre part, on est capable de le faire à grand volume. Et le problème que l'on a eu, c'est que le nombre de patients qui nous étaient présentés était tellement important qu'on a été obligé de faire des sélections de patients parce que les outils n'étaient pas à notre disposition lorsque nous avons attaqué ce programme il y a 4 ans. C'est certainement une leçon pour nous. Dans le programme plus ambitieux que nous allons débuter prochainement,
nous allons tenter de nous adapter à cette situation. Car on l'a bien compris, et ça sera ma conclusion, on est devant une période qui s'ouvre à nous, qui va nous aboutir à une nouvelle génération d'essais cliniques largement différents. Des essais cliniques de combinaison, d'alternance, de traitements séquentiels, de rotation de médicaments, probablement d'intervention également de thérapeutiques chirurgicales ou locales qui permettent de faire décroître de manière physique le nombre de cellules tumorales pour prévenir l'émergence de résistance finale. Si l'on voulait être un peu pessimiste, on pourrait dire que nous ne pourrons jamais faire ces milliers d'essais cliniques. Nous sommes optimistes et nous allons dire qu'il nous appartient de trouver une méthodologie plus intelligente que ce que nous avons fait ces dernières années pour résoudre cette équation qui est devant nous sur les 20 prochaines années. Et il est évident que nous ne pourrons le faire que tous ensemble parce que le concept d'altération moléculaire pilote, et ça sera ma conclusion, qui était un paradigme extrêmement riche sur les 15 dernières années, est en train d'évoluer vers un concept beaucoup plus complexe, qui est l'intégration de la complexité du génome de la cellule tumorale dans la prise en charge des patients. Il va s'agir d'intégrer la complexité, et c'est notre futur de recherche que j'espère que nous pourrons faire tous ensemble. Je vous remercie de votre attention.